Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. L'ensemble de la classe politique parle à l'unisson après le nouvel assassinat en Corse pour dénoncer les dérives mafieuses qui ensanglantent l'île. De gauche à droite, on soutient le gouvernement dans sa lutte contre le crime organisé. Sur place, à Ajaccio, les ministres Manuel Valls et Christiane Taubira appellent les Corses à briser l'omerta. De leur côté, les Corses ne veulent pas être stigmatisés. Au bout de 6 mois de présidence, les satisfaits et les déçus de hollandisme se font connaître. Côté satisfait, il y a d'abord le patronat, et oui, le patronat, qui salue un président social réformiste. Les centristes ne sont pas en reste. François Bayrou ne tarit pas d'éloges sur le gouvernement alors qu'une délégation d'élus MoDem a été reçue hier à l'Elysée. Voilà pour les satisfaits. Côté déçus, les communistes ne sont pas contents et le font savoir en torpillant le budget de la sécurité sociale au Sénat. Notre invité politique ce soir, et c'est l'ancien président du Sénat et actuel sénateur des Yvelines, Gérard Larcher, dans un instant. Et puis c'est un léger rebond, mais c'est un rebond quand même. L'économie française a enregistré une croissance de 0,2% au 3e trimestre, alors que de nombreux économistes attendaient une stagnation. Le gouvernement salue ce soir un indicateur positif, tandis que vous allez le voir, nos voisins, notamment en Grande-Bretagne, s'inquiètent, je cite, d'une crise profonde qui menace la France. C'est en une de The Economist qui titre sur la bombe à retardement, et cette bombe, c'est la France. Voilà pour le programme. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Au Proche-Orient, l'escalade de la violence prend un tour dangereux. Après les tirs de roquettes sur Tel Aviv cet après-midi, le ministre israélien de la Défense vient d'annoncer le rappel de 30 000 soldats réservistes susceptibles d'être mobilisés à tout instant. À Gaza, le Hamas prévient que l'élimination de son chef militaire ne restera pas sans réponse. On voit tout cela avec Jérôme Rabier. Roquettes tirées côté palestinien contre frappes ciblées de la part de l'État hébreu, le face-à-face se durcit entre Israël et la bande de Gaza. Pour la première fois, la banlieue de Tel Aviv a été touchée par 2 roquettes sans faire de victimes. En revanche, 3 Israéliens sont morts dans le sud du pays, leur immeuble ayant été touché par des tirs de roquettes. De son côté, Israël a multiplié les frappes, tuant 7 personnes aujourd'hui, dont 5 membres du Hamas et un enfant. Une escalade qui inquiète le ministre des Affaires étrangères français. Israël, bien sûr, a le droit à se défendre, mais on n'arrive à rien en pratiquant un regain de violence. Moi, j'appelle au nom de la France à la retenue, parce que dans une région qui est déjà très troublée, ce serait une catastrophe qui est encore une escalade. Londres et Washington soutiennent clairement Israël, alors que Moscou dénonce une réaction disproportionnée de l'État hébreu. L'Égypte, qui jouait jusqu'à mardi le rôle de négociateur, a rappelé son ambassadeur en Israël. Le Premier ministre égyptien se rendra à Gaza demain. Une décision du président égyptien Mohamed Morsi qui isole un peu plus l'État hébreu dans la région. De son côté, à 2 mois d'élections législatives en Israël, le Premier ministre Benyamin Netanyahou compte bien renforcer son image de président intransigeant sur la sécurité nationale. Et sur ce sujet, on apprend à l'instant que l'armée israélienne mène en ce moment même des raids intensifs sur la bande de Gaza. Dans l'actualité également, la classe politique française qui parle d'une seule et même voix pour dénoncer les dérives mafieuses qui ont conduit à l'assassinat en Corse de Jacques Nasser. Le meurtre du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse du Sud a été vivement condamné à gauche comme à droite, bien sûr. L'ancien Premier ministre Alain Juppé dénonce une forme de terrorisme. Et sur place à Ajaccio, les ministres Manuel Valls et Christiane Taubira appellent les Corses à briser l'omerta. Tous les détails avec Simon Barbary. Le mal de tout ça, globalement en Corse, c'est le fric. Le fric, ça suffit. Le mot est lâché, c'est bien l'argent et l'affairisme qui pourraient être à l'origine de la mort de Jacques Nasser. Le meurtre du président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Corse du Sud a mis en émoi la classe politique quelques semaines après l'assassinat de l'avocat corse Antoine Solacaro. Jean-Marc Ayrault ne mâche pas ses mots et parle carrément de mafia. Ça veut dire que la mafia est à l'œuvre en Corse. Et l'argent s'est emparé de tout, de la violence. Donc il faut à tout prix mettre en œuvre les décisions que le gouvernement a prises il y a quelques semaines.
Il y a un mois, le gouvernement avait annoncé 10 mesures pour renforcer la lutte contre le crime organisé en Corse, parmi lesquelles un renforcement des moyens d'enquête spécialisés, la création d'une cellule interministérielle de coordination et une attention toute particulière portée sur la délinquance économique et le blanchiment d'argent. Arrivés quelques heures après le drame à Ajaccio, Manuel Valls et Christiane Taubira ont avancé de 2 semaines leur déplacement en Corse à la demande du Premier ministre. Curieusement, la Corse ne figure pas parmi les 49 zones de sécurité prioritaire annoncée aujourd'hui par le gouvernement. Jacques Nasser est la 17e victime d'un homicide sur l'île de Beauté depuis le début de l'année. Jean-Marc Ayrault en déplacement en Allemagne. Nous allons bien sûr détailler le programme de cette visite à Berlin, mais d'abord un mot sur un lapsus du Premier ministre. Lors d'un colloque devant un parterre d'entrepreneurs, eh bien, il s'est un peu emmêlé les pinceaux entre 2 mots en allemand pour décrire le dialogue justement franco-allemand. Alors au lieu d'évoquer un dialogue fructueux, la traduction a donné dialogue effroyable. Cela a un peu refroidi l'ambiance, comme quoi ça peut arriver même à un ancien prof d'allemand. Mais plus sérieusement, le Premier ministre a été reçu en grande pompe outre-Rhin, où il en a profité pour mettre en avant le léger rebond de la croissance française, alors que des doutes seraient exprimés ces derniers jours dans l'entourage de la chancelière Angela Merkel. Les détails avec Fabrice Cunet. La nouvelle ne pouvait pas mieux tomber pour Jean-Marc Ayrault. Plus 0,2% de croissance au 3e trimestre. Un chiffre qui intervient alors que le Premier ministre est en déplacement à Berlin. Une Allemagne jusque-là très critique vis-à-vis de la politique menée par le gouvernement. Il faut persévérer dans la politique que nous avons engagée. Et je crois que ces indicateurs sont prometteurs, mais ils ne sont pas suffisants. Le combat pour le redressement économique, le combat pour la croissance est engagé et on ne le voit absolument pas faiblir, bien au contraire. La consigne est passée au sein du gouvernement. Pas question d'afficher un triomphalisme. Mais derrière le discours officiel, difficile de cacher un certain sentiment de revanche. Nous faisons sur le 3e trimestre le même chiffre que l'Allemagne, plus 0,2 points. C'est dire qu'on peut avoir confiance dans l'économie française. En même temps, je ne veux pas succomber à l'euphorie. Je sais que les difficultés sont toujours là. Je ne ferai pas de pronostic pour le 4e trimestre. Je maintiens la prévision de croissance pour 2012 à 0,3%. Mais tout ça montre aussi que nous avons un potentiel. Un potentiel que Pierre Moscovici estime à 0,8% de croissance pour 2013. Un potentiel qui ne fait pas oublier que sur ce même 3e trimestre, l'emploi salarié a encore reculé de plus de 50 000 postes. De quoi inciter à la prudence. Et lors de sa rencontre avec Jean-Marc Ayrault, la chancelière allemande a insisté sur sa vision de la France. Angela Merkel dit vouloir, je cite, une France forte. Alors ça vous rappelle peut-être quelque chose, eh bien ça sonne comme un slogan de campagne, c'était celui de Nicolas Sarkozy il y a peu de temps. Dans l'actualité, et 1, et 2, et 3, cela fait 3 fois qu'une alliance de circonstances entre la droite et les communistes met à mal des textes emblématiques du gouvernement au Sénat. Après le texte sur la tarification progressive de l'énergie et celui sur la loi de programmation budgétaire, voici le nouvel acte de rébellion des sénateurs communistes. Son nom, le budget de financement de la sécurité sociale. On voit tout cela avec Flora Sauvage. Pour la 3e fois, les sénateurs communistes ont désavoué le gouvernement. Après le rejet de la loi sur l'énergie et celui du texte sur la programmation budgétaire, ils ont voté contre le budget de la Sécu présenté par le gouvernement. Pas assez à gauche pour les sénateurs communistes qui s'opposaient à la nouvelle taxe sur les retraités. Cet après-midi, dans l'hémicycle, la présidente du groupe communiste du Sénat s'en est pris violemment au gouvernement. Monsieur le ministre, ni vous, ni nous ne souhaitons le retour de la droite au règne de notre pays. Mais allez-vous enfin, avec le gouvernement, étudier sérieusement nos propositions qui, loin de relever de la surenchère, sont celles de la cohérence et du respect des engagements pris. Le bras de fer est entamé entre le gouvernement et les communistes. Les sénateurs socialistes déplorent la position de ceux qu'ils considèrent comme leurs alliés. C'est vraiment un mauvais procès parce que nous sommes dans les engagements de François Hollande et nous tenons la ligne des engagements de François Hollande. Donc il les connaissait au départ. Au Sénat, la gauche qui rassemble le PS, les écologistes, les radicaux de gauche et le Front de gauche ne disposent que d'une courte majorité de 6 voix. Une seule composante de la gauche peut suffire à mettre en difficulté le gouvernement. Cette fois encore, le rejet du budget de la Sécu a été rendu possible grâce à une alliance entre sénateurs communistes et sénateurs UMP. Ce matin, nous avons eu l'éclatante démonstration qu'il n'y a plus de majorité pour le gouvernement au Sénat. Ça ne nous aura pas échappé. À la fois la partie recette et à la fois le texte dans son intégralité a été repoussé.
Le gouvernement va convoquer une commission mixte paritaire, mais elle est promise à l'échec. En cas de désaccord, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Et nos invités sur le plateau du 22h ce soir, invité politique, ancien ministre, c'est l'actuel sénateur des Yvelines, il a été président du Sénat, c'est un soutien de François Fillon dans la course à la présidence de l'UMP. Notre invité, c'est Gérard Larcher, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, interview à suivre dans un instant. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault, bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors Jean-Louis, 0,2% de croissance au troisième trimestre en France, c'est inattendu, c'est une belle surprise alors que la récession guette toute la zone euro? C'est une très bonne surprise, bien entendu, mais on ne peut pas parler de reprise pour autant, puisque pour voir, disons, un climat de reprise, pour consolider les bases d'une croissance soutenue, il faut 0,5% par trimestre et on en est très loin. Cela dit, c'est évidemment une très bonne nouvelle, puisque si on prend les chiffres que nous traînons, parce que c'est le mot que nous traînons depuis le début de l'année 2011, nous sommes là sur un rythme plutôt étonnant et plutôt positif, surtout quand on regarde les chiffres que nous traînons encore plus depuis le printemps 2012. On avait une succession de zéros et nous voilà avec 0,2. Alors ce qui est vrai aussi, c'est que si on avait fait la croissance prévue par l'INSEE au troisième trimestre, qui prévoyait un zéro pointé pour le troisième trimestre et d'ailleurs aussi le quatrième, la perspective d'une croissance de 0,8% en 2013 aurait été anéanti. Il aurait fallu, si on avait fait zéro, il aurait fallu qu'au cours de tous les trimestres qui vont suivre jusqu'à la fin 2013, on fasse au minimum 0,3% et personne évidemment n'y croyait. Là, si le gouvernement arrive à tenir son 0,2, le 0,2 qu'il a eu à ce troisième trimestre, ces 0,8 évidemment ne sont pas acquis, mais ils restent encore quand même tout à fait hypothétiques. Alors les perspectives de reprise ne sont pas partagées par tous. Jean-Louis, j'en parlais dans les titres. Regardez cette une, Gérard Larcher, vous aussi, de The Economist. C'est la France, bombe à retardement au cœur de l'Europe. C'est exagéré? Oui, Jean-Louis. On peut dire que c'est exagéré. Cela dit, ça fait partie un petit peu ce qu'on peut appeler le French bashing de The Economist, qui fait partie de la ligne éditoriale de The Economist depuis 1848. Je n'ai lu que l'édito, j'ai pas lu parce que c'est un dossier de 15 pages. Donc, mais évidemment, dans l'édito, il rappelle le fait que la France n'arrive pas à se réformer véritablement, disant que tout n'est pas faux. De là à conclure à une time bomb, le problème, c'est surtout que si la France est une bombe à retardement, les mèches sont plutôt en tout cas pour le court terme, dans la zone euro. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, est tombée aussi la statistique sur la croissance de la zone euro au troisième trimestre. Et là, la zone euro est, au troisième trimestre, entrée officiellement en récession. Et si vous regardez les différents pays, il n'y a que 3 pays de la zone euro qui ont un rythme positif, la Finlande, l'Allemagne et la France. Tout le reste est négatif. Alors, le problème pour nous est évidemment le suivant, c'est que les exportations, le marché extérieur français dépend essentiellement pour 47% de la zone euro. Donc, comment faire plus si la zone euro fait moins ? Merci Jean-Louis, restez avec nous. Une précision quand même sur cette une, parce que interrogé par nos confrères du Nouvel Observateur, The Economist tient à préciser ce soir que ce dossier avait été bouclé, disent-ils, avant l'annonce du pacte de compétitivité. Non, Gérard Larcher, vous levez les yeux au ciel. S'ils avaient vu les annonces du pacte de compétitivité, peut-être auraient-ils titré sur François Hollande, le social réformiste. En tous les cas, sur la ligne éditoriale, c'est assez classique, cette mise en cause régulière de la France par The Economist. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que il est assez significatif de voir que la zone euro est entrée en fait en récession. Et pour nous, plus que jamais, l'axe franco-allemand, la visite des premiers ministres l'illustre, est une priorité si nous voulons tenir la zone euro, la tenir hors de l'eau. Et nous avons, j'allais dire, l'impérieuse nécessité d'accélérer nos réformes, d'accroître notre compétitivité, de redonner du tonus à notre économie de production, à exporter. Nous allons avoir une excellente année d'excédent et d'exportation de produits agricoles. Sans doute la meilleure dans le secteur céréalier. Plus de 8 milliards d'euros sont annoncés. Un excédent de 11 milliards. Et ça va être, rien que pour la partie des céréales, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. En même temps, nous voyons bien que notre industrie, elle souffre beaucoup, d'où la nécessité de voir aboutir les négociations entre les partenaires sociaux et la nécessité, me semble-t-il, de réformer beaucoup plus vite
que ce que le gouvernement engage. Bon, contrairement à toutes les prévisions, Jean-Louis l'a dit, et les prédictions, il y a quand même ce léger rebond dans la croissance. Est-ce que c'est un signe, selon vous, de confiance qui repart, de consommation des ménages qui frémissent? Moi, je ne peux que me satisfaire. Vous savez, à chaque fois que la France gagne, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, on ne peut que se réjouir. Mais je voudrais simplement rappeler qu'à moins de 1,5, 1,7 de taux de croissance, malheureusement, on ne réduit pas le taux de chômage. Et on sait tous que c'est autour de 2 que commencent les bonnes nouvelles pour l'emploi, qu'il y a une dynamique enclenchée. Et dans un pays où la demande est quelque chose d'important, en même temps on a une stratégie de l'offre qui est nécessaire. À ce moment-là, on sera vraiment sorti, j'allais dire, des eaux les plus difficiles. Il faut que ce pays se réforme. C'est aussi l'interrogation des Allemands. Oui, il se réformera, notamment à travers les annonces du pacte de compétitivité. Est-ce que cette politique d'offre qui a été déclinée par le gouvernement marque, selon vous, un changement, un tournant, même si le gouvernement le récuse et présente le visage bien d'une gauche réformiste? En tous les cas, le mot compétitivité n'est plus interdit. Tout comme nous avions du mal à prononcer le mot rigueur. Il y a des mots comme ça qu'on a du mal à prononcer. Et d'ailleurs, reconnaissons à François Fillon d'avoir eu le courage de parler de faillite, de rigueur et de compétitivité. Et parallèlement, vous reconnaissez à François Hollande le courage de parler de compétitivité? Moi, je pense que ce qui a été choisi, le crédit d'impôt, c'est une usine à gaz compliquée et qui ne va pas donner d'effet immédiatement alors qu'on a besoin d'un choc réellement en matière de compétitivité. Ça, je le dis parce que j'ai été ministre du Travail. Je vois la complexité de faire valoir à des entreprises en 2014, et je pense notamment aux petites et moyennes entreprises, à celles en plus qui ne paieront pas d'impôts. Est-ce qu'on leur fera des versements? Tout ceci mérite d'être précisé, bien sûr. Mais je ne l'imagine pas autrement. Mais vous voyez la complexité. Est-ce que c'est vraiment si compliqué, Jean-Louis? Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est aussi lié aux contraintes budgétaires que le gouvernement a pour l'année 2013. Vous en êtes d'accord? Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de choc. Mais il n'en voulait pas de choc. Mais Louis Gallois le souhaitait. Ah oui, Louis Gallois, mais il n'est pas au gouvernement. Je voulais simplement poser une question sur le fait suivant. Le MEDEF dit, on a été entendu, ça va dans le bon sens. La CGPME dit, on a été entendu. Pourquoi votre attitude de l'UMP négative? Pourquoi ne pas dire, justement, qu'à force de protester, ils ont fini par faire un premier pas? En tous les cas, vous m'entendez? Oui. Je considère, moi personnellement, simplement on a inventé ce qui est vraiment une spécialité française et qui appartient à toutes les formations politiques, une nouvelle usine compliquée pour distiller du crédit d'impôt. Je pense qu'il fallait donner un signal très fort en 2013 et de l'autre côté faire les économies nécessaires et pas les annoncer. C'est, me semble-t-il, parce qu'en même temps on a 10 milliards d'impôts de plus sur les entreprises, 20 milliards annoncés de crédit d'impôt pour alléger, j'allais dire, le coût du travail. C'est bien une technique lourde et qui ne produira ses effets que trop tardivement. Parlons de la méthode Hollande sur les négociations aussi qui se déroulent en ce moment entre le syndicat et le patronat sur le marché du travail, sur la sécurisation de l'emploi. Le gouvernement espère aboutir à un compromis historique. Vous êtes un homme qui est rompu au dialogue social. Vous avez été ministre en charge évidemment des relations du travail. Est-ce que la méthode est la bonne? La méthode, c'est l'application de la loi de 2007, la seule qui portera jamais mon nom, et qui donne aux partenaires sociaux, j'allais dire, le temps, le droit et l'obligation, entre guillemets, morale, de négocier et de cheminer vers un accord. Je souhaite vraiment que ce dialogue ait lieu. Et d'ailleurs, pourquoi vous cacher qu'en coulisses, je suis l'évolution. Je continue à avoir des contacts avec les partenaires sociaux, qu'ils soient patronaux ou qu'ils soient syndicaux. Je crois qu'on est dans le temps, là, de la remise des textes. Il y a une forme de ritualité, vous savez. Et c'est normal. C'est normal. Mais il faut du temps pour tout cela, parce que modifier, par exemple, sécuriser le parcours professionnel, réfléchir aussi sur une autre forme de l'approche de l'indemnisation du chômage, qui sera le rendez-vous suivant, se poser la question de la flexibilité à l'intérieur de l'entreprise. J'ai fait jadis un rapport sur la flexi-sécurité en Europe, et cette idée, il lui faut des années pour cheminer. Là, la crise nous oblige à un résultat. Et d'ailleurs, je le dis à la majorité, s'il y a un accord, il faudra qu'on soit très attentif au Parlement à respecter l'esprit de l'accord. Ça, c'est aussi l'esprit de la loi de 2007. Or, je vois un certain nombre de parlementaires socialistes, je pense à des députés,
qui rêve de bouleverser en quelque sorte l'accord, déjà alors qu'il n'est pas encore arrivé. Alors avant d'évoquer un autre sujet, Jean-Louis, peut-être encore sur ces négociations, une question? Oui, donc la méthode Hollande vous satisfait. La méthode. C'est pas la méthode de Hollande. Parce que dans votre camp, on dit mais il tarde, il décide pas, etc. sur ces questions-là. Là, la méthode est bonne. Et lui, il dit il consulte. Non, il ne consulte pas. Il a confié une feuille de route, l'agenda, comme l'avait fait le président Sarkozy au début de son quinquennat. Tout le monde l'a oublié. Mais à la fin, il a un peu Au début de son quinquennat, il avait fait exactement la même chose. Et il me paraît important parce qu'il avait aussi, je le rappelle, en janvier de cette année, mis la notion de compétitivité emploi sur la table. Et c'est d'ailleurs de ce sujet dont on parle pour au moins une partie importante de ces négociations. Mais la méthode on poursuit pourrait aboutir à un ce accord. qui a été engagé par Nicolas Sarkozy. Ce que je souhaite, c'est qu'on aboutisse dans l'intérêt de la France. Autre sujet, Gérard Larcher, c'est dimanche que nous devrions connaître le nom du prochain président de l'UMP. Depuis quelques jours, les meetings s'enchaînent à un rythme d'enfer et les attaques aussi se font plus vives. Regardez quelques extraits. Certains pensent que l'on regagnera la France en prenant tous les virages à droite. Moi, j'ai la conviction qu'on la regagnera par la droite, par le centre et même par la gauche. Je le dis avec force, c'est une opposition tonique et constructive qui évitera la déchirure du tissu national. Et c'est l'opposition mièvre et timide qui l'encouragera. Gérard Larcher, vous soutenez François Fillon, mais a-t-il raison d'appeler au rassemblement de la droite, du centre et même de la gauche devant des militants qui applaudissent des deux mains quand on dénonce et quand on critique l'action du gouvernement de gauche? Vous avez, et puis c'est normal, dans une même famille, deux visions politiques un peu différentes, deux attitudes politiques un peu différentes. François Fillon parle le même langage aux militants et aux Français. C'est pour moi ce langage-là qui, pour moi, me conduit à soutenir François Fillon. Le même langage aux Français et aux militants. Parce que je pense que les militants, les respecter, c'est leur parler le même langage qu'aux Français. Et donc, il faut rassembler. Or, pour gagner, il ne s'agit pas de faire 40%, 45%, il faut faire plus de 50%, il faut rassembler sur des valeurs. Et c'est, j'allais dire, ce que les militants auront à choisir. Mais quand je vous dis ça, je le dis sans acrimonie pour personne, parce que le 19 au matin, nous serons tous rassemblés. Parler aux militants, le même langage que celui qu'on parle aux Français, c'est, me semble-t-il, une forme de respect des uns et des autres. Dans vous dire que quelqu'un le fait et l'autre ne le fait pas forcément. Donc le 19... D'ailleurs, il suffisait de les écouter. Vous l'avez dit. Le 19, on connaîtra donc le nom du prochain président. Il y aura donc le vote. Est-ce qu'il y aura, selon vous, la photo avec les deux hommes, main dans la main? La réconciliation, c'est pour maintenant? Elle sera naturelle? Je ne suis pas l'organisateur des retrouvailles familiales. Vous les connaissez bien. Moi, je souhaite que nous nous retrouvions tous le 19 au matin. Ce sera naturel, je serai un facteur d'unité avec la sensibilité qui est la mienne, qui se situe pas dans le virage à droite de la droite. Ça, c'est clair. Et pourtant, interrogé sur le risque d'implosion de l'UMP, en cas de victoire de Jean-François Copé, François Fillon, et je lis sa phrase, prédit une implosion de l'UMP. Si c'est pas moi, dit-il, en gros, c'est le déluge. C'est peut-être une formule un peu raccourcie. Moi, je ferai tout pour que l'UMP, et je crois à la victoire de François Fillon, mais si les militants devaient en décider autrement, je serai un facteur d'unité de l'UMP. Alors, on parle du Sénat ? Bien sûr. Allons-y, un sujet délicat. Ce qui se passe à l'UMP n'est rien à côté de ce qui se passe au Sénat dans la majorité. Vous allez nous raconter. Un sujet délicat agite le Parlement et notamment le Sénat, c'est le non-cumul des mandats. On va écouter sur ce sujet l'avis du président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Je pense qu'en effet, le temps de la limitation du cumul des mandats est venu. Par contre, ce que je crois, c'est que ce sujet-là n'est surtout pas un sujet tabou. J'emploie une expression qu'on utilise souvent, mais tout de même, on a quand même le droit de discuter, c'est le rôle du Parlement, des conditions d'application de la limitation du cumul des mandats. Je ne suis pas pour l'évolution qui a été présentée ce matin dans un article d'un grand hebdomadaire par mon ami François Rebsamen, qui est aussi le président de mon groupe par ailleurs. Moi, je suis un fervent partisan du bicamérisme et je pense que tout ce qui pourrait aller vers un affaiblissement de ce rôle du Sénat, je ne vais même pas dire du pouvoir, du rôle du Sénat, pour moi, ne va pas dans le bon sens. Gérard Larcher, elle est courageuse, elle est moderne, cette gauche qui veut, comme d'ailleurs l'opinion française, la limitation du cumul des mandats? Moi, je suis pour l'exercice d'un mandat parlementaire et d'un mandat local
exécutif. Donc ma position, elle est claire, et personnellement, on se juge mal soi-même, mais depuis bientôt un quart de siècle où j'exerce ces 2 mandats, il me semble que je les exerce avec une attention pour les 2 mandats. Et naturellement, mon mandat de maire de Rambouillet ne m'empêche pas de voir l'intérêt national. Donc je pense qu'il faut sans doute clarifier l'exercice en chaîne de responsabilités qui sont liées aux mandats locaux, mais aussi aux mandats parlementaires. Car nous avions montré combien, par exemple, la présence de parlementaires dans plus de 200 organismes mange le temps parlementaire, beaucoup plus d'ailleurs que le mandat local. C'est donc d'abord dans la définition d'un statut de l'élu que nous pouvons refonder et, j'allais dire demain, les exercices et les fonctions des parlementaires. Ma dernière question concernant le Sénat, ce que vous en pensez, vous avez été aussi président du Sénat, vous aviez évoqué il y a quelque temps, je crois que c'était dans une interview au Figaro, votre successeur, Jean-Pierre Bel, vous avez dit qu'il ne s'exprimait pas souvent, je crois que vous avez parlé de la maison du silence pour le Sénat. J'ai eu trois ce qui était assez rare, parce que généralement on ne s'exprime pas trop sur les successeurs. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui de cette maison, de son image et celle de son président? C'est un peu le chaos là depuis 3 semaines. Dans cette maison, il n'y a plus de majorité. J'étais cet après-midi présent aux questions d'actualité. L'ambiance était quand même assez surréaliste. Nous avons entendu, j'allais dire, la question du groupe communiste tout à l'heure sur le financement de la sécurité sociale, le groupe radical de gauche sur les gaz de schiste et sur, j'allais dire... Le mot est très dur, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a plus de majorité. Quand on ne vote pas le budget de la sécurité sociale au Sénat, qui est un budget, je le rappelle, aussi important que le budget de la nation, c'est qu'il y a quand même un vrai sujet politique. Et pour moi, il y a un risque, et je le dis assez gravement. Il y a un risque pour l'institution elle-même et le regard que les Français portent sur l'institution. Vous savez, le Sénat, c'est une assemblée qui doit être une assemblée qui cultive une forme d'autonomie. Et qu'il n'y ait plus de majorité au Sénat, ne croyez pas que ça me réjouit. Au fond, parce que je crois que les Français vont se dire mais on peut finalement se passer du Sénat. Alors que je crois que les Français ont vraiment besoin de cette assemblée qui est capable de transcender à certains moments les clivages, comme nous l'avons fait sur la question européenne, et qui est capable de réfléchir, d'apporter une plus-value, comme je l'ai vécu hier après-midi à la Commission des Finances, comme rapporteur pour avis. Gérard Larcher d'avoir été notre invité ce soir. Merci beaucoup Jean-Louis pour votre analyse. La dernière page du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. Fin de suspense, on connaît désormais les 7 membres du comité permanent chinois. Les nouveaux maîtres du pays sont arrivés en file indienne. En tête, Xi Jinping, 59 ans, qui prend la succession d'Hu Jintao à la tête du Parti communiste pour les 5 années à venir. Sa première annonce, faire le ménage dans la maison Chine, ravagée par la corruption. Il existe des problèmes de corruption au sein du parti, des problèmes de pot de vin, d'éloignement du peuple, de formalisme et de bureaucratisme. Et il faut tout faire pour les résoudre. Le nouveau timonier a également promis d'assurer une meilleure vie au peuple chinois. En 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, a accordé l'asile à 11% des demandeurs. Trop peu, selon les sénateurs Jean-Yves Lecomte et Christophe-André Frassa, qui le dénoncent dans un rapport rendu public aujourd'hui. Selon eux, les critères de l'OFPRA pour accorder l'asile seraient trop stricts pour satisfaire des quotas imposés par le ministère de tutelle, celui de l'Intérieur. Il propose donc de sortir l'asile de sa compétence. Nous préconisons que ce soit le ministère de la Justice ou, ce que je préférais encore, le Premier ministre qui est sous sa tutelle, l'OFPRA, pour montrer que ce n'est pas le droit d'asile la même chose que l'immigration. Au total, les sénateurs ont fait 21 propositions pour améliorer les procédures d'examen des demandes. Une famille sur 5 est monoparentale, c'est-à-dire un parent, le plus souvent une mère seule, et des enfants. Ce sont les premières victimes de la crise. 30% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le Sénat s'est penché aujourd'hui sur le sort de celles qu'on appelle aussi les mamans solo. Pourquoi ne pas leur réserver des emplois comme on le fait pour les handicapés? L'idée a été lancée par Christian Estrosi. On doit créer un cadre légal qui fasse que dans chaque entreprise, on exige là aussi que soient prises en compte ces situations pour accompagner ces familles monoparentales en difficulté. L'ancien ministre propose également d'adapter les horaires et les tarifs des modes de garde.
Dans Libération aujourd'hui, le scandale des généraux américains attire l'œil de Willem. Ne vous fiez pas aux apparences de l'armée américaine. Mieux vaut regarder ce qui se passe en dessous de la ceinture. Obama, lui, l'a bien compris. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle soirée sur Public Sénat et à lundi avec plaisir. On refait la séance après les questions d'actualité au gouvernement sur Public Sénat avec dans quelques instants nos invités pour venir débattre des questions d'actualité cet après-midi au Sénat, les gaz de schiste, le pacte de compétitivité ou encore ce qui s'est passé en Corse, un énième assassinat hier. Nous allons y revenir dans quelques instants avec nos invités qui vont nous rejoindre dans cette salle de conférence du Sénat. Mais je vous propose tout de suite de réentendre un premier extrait de ces questions d'actualité aujourd'hui. Il s'agit de Michel Sapin qui répondait à une question sur la croissance et sur les chiffres du chômage et il prend à partie les rangs de la droite. Écoutez. Lorsque un pacte de compétitivité est annoncé, lorsqu'il est dès maintenant, pour toute une partie de lui-même, mis en œuvre, lorsqu'il le sera dès le début de l'année prochaine pour la partie crédit d'impôt et dès l'année d'après pour son financement, c'est l'emploi. Lorsque nous mettons en œuvre les emplois d'avenir, le contrat de génération, j'y reviendrai, c'est de l'emploi dont il s'agit, et de l'emploi le plus précieux, monsieur le sénateur, celui des jeunes. Car jamais, et c'est la conséquence du double échec de votre majorité, il n'y a eu autant de jeunes sans emploi et sans formation. Et ça, ce n'est pas nos 6 mois, c'est vos 10 ans d'échecs, de difficultés et de mise au banc de la société de la jeunesse de la France. C'est à elle que nous adressons aujourd'hui. Vous avez échoué au cours des 5 dernières années, nous réussirons pour les 5 prochaines années. Voilà, donc Michel Sapin, très en verbe, Alain Vidalis, merci de nous rejoindre sur ce plateau, très en verbe cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat, sur ces chiffres de la croissance, sur ces chiffres de l'emploi. Je rappelle que vous êtes ministre chargé des relations avec le Parlement. À chacune des questions d'actualité, j'ai envie de vous souhaiter à chaque fois bon courage, parce qu'il y a de tels problèmes de majorité ici en Sénat, avec encore le rejet ce matin du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Oui, mais c'est une situation politique, c'est pas... c'est inédite. Pardon ? Un peu inédite en ce moment. Non, mais c'est une réalité, elle est inédite, en ce sens qu'elle résulte aussi de la composition, du vote des grands électeurs et de la situation du Sénat. Elle n'est pas celle que nous souhaiterions, elle est celle qui existe et le gouvernement en tient compte, essaye ici à chaque fois d'avoir une majorité pour soutenir son action. Voilà, du fait de cette majorité très courte, on le rappelle, 6 voix d'avance seulement pour la gauche ici au Sénat. Alors sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, Alain Vidalis, comment va s'écrire maintenant la suite de l'histoire ? Elle va s'écrire normalement. Il y a eu une première lecture. Pour être pédagogique vis-à-vis de nos téléspectateurs. Bien sûr, il y a eu une première lecture ici au Sénat, après une première lecture à l'Assemblée nationale qui avait voté le texte. Et bien maintenant, il va y avoir une commission mixte paritaire qui va se réunir pour essayer de trouver une solution. Donc ce vote négatif du Sénat, le rejet de ce qu'on appelle la troisième partie, ne va rien changer à la procédure et le Sénat continuera à être associé et nous restons déterminés à essayer de convaincre ici au Sénat comme on le fait à l'Assemblée nationale. Voilà, comme première conséquence, c'est que tous les amendements qui pour l'instant ont été votés par la Haute Assemblée tombent et notamment par exemple le fameux amendement Nutella dont on a pas mal parlé ces derniers jours. C'est la conséquence de la décision qui a été prise par les groupes qui se sont associés pour émettre ce vote négatif. Il y a une double conséquence, celle que vous évoquez, les amendements qui de fait disparaissent, et puis une deuxième aussi, c'est que le Sénat ne va pas débattre de ce qu'on appelle la quatrième partie, c'est-à-dire des dépenses, des missions de service public concernant les affaires sociales. C'est une des conséquences regrettables de notre point de vue de ce vote. Est-ce que ça veut dire du point de vue du gouvernement qu'il va falloir maintenant se passer à l'avenir
l'avenir du vote du Sénat, ou en tout cas à prendre un peu, à passer par-dessus le Sénat? Pas du tout, pas du tout. Notre détermination, c'est bien que nos institutions, où il y a 2 chambres, continuent à être appliquées entièrement, et que le Sénat a toute sa place, et que malgré ces difficultés qui sont liées à la situation politique, le Sénat conservera cette place, et la qualité des débats au Sénat le montre. Pourtant, Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales, qui était tout à l'heure sur notre plateau, disait écoutez, tant pis pour le Sénat. Non, pas tant pis pour le Sénat. Effectivement, de toute façon, chacun connaît les institutions, chacun connaît la prééminence de l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est pas la volonté du gouvernement, c'est la réalité des institutions. Mais ce dernier mot que possède l'Assemblée nationale ne justifie en rien que l'on fasse l'économie, j'allais dire l'impasse, sur les débats au Sénat et sur ce qu'il apporte dans l'élaboration de la loi et le vote des budgets. Alors, Yvon Collin, sénateur radical, nous a rejoint sur ce plateau. Vous regrettez cette situation aujourd'hui pour le Sénat? Écoutez, je débarque sur le plateau, pardonnez-moi, on vient de m'installer. On parlait des problèmes on parlait avec Alain Vidalis des problèmes de majorité actuelle au Sénat, et du fait que beaucoup de textes tombent, que les amendements du Sénat ne sont malheureusement pas pris en compte. Est-ce que vous regrettez cette situation, Yvon Collin? On peut toujours regretter que l'influence du Sénat ne soit pas celle que l'on attend. Effectivement, plus le Sénat apporte sa pierre à l'édifice dans la construction des textes, et bien plus nous sommes satisfaits. Mais notre Constitution est ainsi faite, et Monsieur le Ministre vient de le rappeler, il faut bien que quelqu'un ait le dernier mot. Il y a les commissions paritaires sont les commissions qui permettent les arbitrages, mais lorsque l'arbitrage n'est plus possible, bien, il faut bien trouver une solution, même si parfois nous le regrettons, bien sûr. Est-ce que cette solution, Alain Vidalis, peut passer par un nouveau pacte majoritaire? Il y a Gaëtan Gors qui a dit aujourd'hui que, à cause de l'attitude du Parti communiste, des Verts, il va peut-être falloir commencer à réfléchir à un nouveau pacte majoritaire, peut-être avec le centre. Oui, je pense que c'est aller vite en besogne. Dans tous les cas, c'est pas conforme aux engagements aujourd'hui du gouvernement, des groupes majoritaires ici, naturellement. Et chacun est le bienvenu, mais je crois que nous restons fidèles à notre ligne politique. Je crois qu'il faut faire attention. L'objectif de la démocratie, dans cette circonstance-là, c'est pas de faire toutes les combinaisons possibles pour arriver absolument à avoir une majorité. Et quand un débat se déroule dans la clarté, même s'il aboutit à ces difficultés-là, je pense que rester respectueux des uns et des autres, c'est ne pas chercher absolument des combinaisons impossibles. Je pense que nous avons des institutions et malgré ces difficultés, elles fonctionnent. Il va pourtant falloir trouver quelques combinaisons. Yvon Collin, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, en ce qui concerne l'examen du budget, par exemple, il serait dommage et même dommageable pour l'institution du Sénat que nous examinions pas la deuxième partie du PLF. C'est pourtant ce qui risque de se produire, puisqu'il n'y aura certainement pas de majorité pour adopter la première partie du projet de loi de finances 2013. Je pense qu'il y aura assez de sénateurs raisonnables sur tous les bancs pour trouver une majorité qui permette que le travail se poursuive. Car je crois qu'il ne serait pas sain ni bon, je le répète, pour l'image et l'utilité du Sénat, de ne pas examiner, et puis pour le débat, bien entendu, car tous les sénateurs ont envie, je crois, non pas d'en découdre, mais de s'exprimer, de donner leur point de vue et de faire vivre ce PLF. Et donc, j'espère que nous aboutirons à un accord. Yvon Collin, avant de parler des gaz de schiste, dans quelques instants, une dernière question à Alain Vidalis. Il y a le texte sur le cumul des mandats qui occupe beaucoup les esprits, évidemment, ici au Sénat. Est-ce que sur ce projet de loi en particulier, le Sénat pourra avoir le dernier mot? Comment vous voyez les choses d'un point de vue constitutionnel vis-à-vis de l'Assemblée nationale? Du point de vue constitutionnel, je ne veux pas rendre un avis définitif, puisque vous avez bien compris que le débat partage les juristes aujourd'hui. La question est-ce qu'il faut sur cette question-là non seulement une loi organique, mais une loi qui nécessite l'accord du Sénat sur la situation du Sénat, des sénateurs plus exactement au regard du cumul. Les avis sont partagés, donc je me dispenserai d'avoir un avis définitif. Voilà, donc nous n'avons pas d'avis définitif sur cette question-là. Dans tous les cas, le président de la République a réaffirmé sa volonté de tenir cet engagement comme les autres. Merci beaucoup Alain Vidalis d'être venu sur notre plateau. Hélène Lipietz, que je vois derrière vous, va venir sur ce plateau, puisqu'avec Yvon Collin, on va tout de suite parler des gaz de schiste. Yvon Collin, vous avez interpellé le gouvernement sur cette question. Vous souhaiteriez qu'on continue la recherche, voire même qu'on commence à exploiter ces gaz de schiste. C'est ça votre position, si j'ai bien compris? Écoutez, cette position du RDSE, elle est basée sur deux constats. D'abord, bien sûr, le rapport gallois,
qui met en évidence, combien il est nécessaire d'assurer l'indépendance énergétique de notre pays. C'est le premier constat, mais aussi sur les propos du président de la République que j'ai écouté avec beaucoup d'attention. Il a réaffirmé l'interdiction de l'exploitation par fracturation hydraulique. Et nous sommes sur la même ligne. Nous ne sommes pas pour la fracturation hydraulique, dont nous connaissons tout aussi bien que nos amis écologistes tous les effets pervers. Mais par contre, je crois que nous devons poursuivre les recherches, et c'est pour ça que j'ai parlé d'obscurantisme, bien entendu. Obscurantisme, Hélène Lipiès, est-ce que vous vous sentez visée par cette accusation ? Oh non, pas réellement, parce que de toute façon, les Verts, nous avons l'habitude de nous éclairer à la bougie, de venir au Sénat avec des carrioles tirées par des chevaux. Bon, allez, sans rentrer dans les clichés, est-ce qu'il faut poursuivre? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec la position du chef de l'État telle qu'il l'a exprimée mardi lors de sa conférence de presse, c'est-à-dire qu'il faut poursuivre la recherche en matière d'exploitation des gaz de schiste? Absolument pas. Pourquoi? Parce que l'argent que l'on met dans cette exploitation, dans la poursuite de la recherche, c'est de l'argent qu'on ne met pas ailleurs. Or, même si on inventait le moyen d'extraire les gaz de schiste et les pétroles de schiste la plus écologiste possible, la plus écologique possible, ça n'empêche qu'un jour, il n'y aura plus ce gaz de schiste, il n'y aura plus ce pétrole de schiste. Or, ce qu'il faut, ce n'est pas travailler pour nos enfants, mais pour nos petits-enfants. Et donc, il faut inventer des énergies qui n'épuisent pas la planète. Et ça, si on met de l'argent dans des énergies qui épuisent la planète, on ne mettra pas l'argent dans cette recherche d'énergie renouvelable. Alors avant d'écouter la réponse d'Yvon Collin, je vous propose de réécouter tout à l'heure la position dans l'hémicycle de la ministre de l'écologie, Delphine Batho. Mais s'il s'agit, en évoquant la recherche, de dire qu'il faudrait permettre la fracturation hydraulique à des fins de recherche, ce n'est pas la position du gouvernement. Donc je le dis bien clairement, aucune loi n'interdit la recherche, mais s'il s'agit au travers de la recherche d'autoriser la fracturation hydraulique, il ne peut pas en être question. La loi de 2011 sur ce point-là était ambiguë. Pour finir, je vous dirai un mot de ce que vous avez dit sur l'obscurantisme. Moi, je suis pour le progrès. Le gouvernement est pour le progrès, il est pour la science. Et le progrès, ce n'est pas la croissance sale, ce n'est pas le recours à des techniques qui dégradent l'environnement. Le progrès, c'est la croissance verte. Le progrès, ce sont les énergies du futur, ce sont les énergies marines, ce sont les énergies renouvelables sur lesquelles la France a un potentiel industriel considérable, créateur d'emplois, créateur de richesses et qui peut nous permettre de répondre à la question que vous avez posée sur notre indépendance énergétique. Voilà, Delphine Batho, la ministre de l'écologie, dans l'hémicycle du Sénat cet après-midi. Yvon Collin, elle répondait à votre question sur les gaz de schiste. Qu'avez-vous pensé de sa réponse? Non mais, lors de ma question, nous n'avons dit que ça. Il faut assurer la transition énergétique. Et pour y parvenir, je crois que nous avons besoin de ce relais sur les énergies fossiles. C'est pourquoi je crois qu'il faut poursuivre la recherche. Et j'ai un exemple en ce qui concerne ces recherches, et peut-être un exemple qui aujourd'hui ne serait pas permis, ne serait pas réalisable, c'est le gaz de lac. Qui n'a pas été, contrairement à ce qui a pu être dit, le fruit d'une recherche avec une perforation hydraulique, fracturation hydraulique. Mais par contre, on a découvert, puisque c'était un puits de gaz naturel avec une sortie tout à fait naturelle qui a été découvert lors d'une recherche de pétrole. Mais ce gaz était très riche en soufre. Et donc les Américains, les experts américains de l'époque étaient venus en disant il faut arrêter ce gaz, c'est dangereux, il faut arrêter toute recherche. Or les Français ont été pugnaces, le gouvernement de l'époque a souhaité déjà assurer l'indépendance énergétique de la France et une technique a permis de séparer le soufre, technique qui a été après très largement utilisée. Et c'est cette pugnacité qui a permis cette découverte et qui a permis également de découvrir qu'on pouvait exploiter de façon horizontale. Et aujourd'hui, pour le gaz de schiste, à terme, c'est une découverte de cette époque qui pourrait servir. Hélène Lipiès, est-ce qu'on peut se passer de cette richesse énergétique aujourd'hui en France ? Bien sûr qu'on peut s'en passer. D'abord, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc déjà, baisser nos lumières, baisser notre éclairage,
renforcer les économies d'énergie dans les bâtiments. Donc c'est la première source d'énergie en France. Et surtout, encore une fois... Mais est-ce que vous avez l'impression que les Français ont envie de vous suivre sur cette voie un peu de la décroissance, on pourrait dire? Ah, c'est pas du tout la décroissance. Moi, j'ai pas l'impression de décroître. J'ai l'impression, au contraire, de me quand projeter... vous dites aux Français, aux citoyens de diminuer leur consommation d'énergie, c'est qu'on va plutôt vers une décroissance que vers une croissance. De diminuer la consommation d'énergie à lumière égale. Il suffit simplement de remplacer les ampoules, il suffit simplement de prendre l'habitude d'éteindre lorsqu'on quitte une salle. C'est vraiment rien d'exceptionnel. C'est simplement se demander quelle est la terre que je laisse à mes petits-enfants. Aujourd'hui, si je vous écoute, effectivement, je suis d'accord avec vous, le gaz de lac a été une bonne chose, mais le gaz de lac, comme vous le faites remarquer, ça ne rentrait pas, c'était la couche superficielle de la Terre. Si là, on va dans le gaz en profondeur. Si on trouve une meilleure façon d'exploiter le gaz de schiste, vous ne seriez pas contre, Éliane Lipiès? Si. Parce que qu'est-ce qu'on fera pour nos petits-enfants? Moi, je préfère qu'on garde ça pour le jour où on n'a vraiment rien, mais qu'aujourd'hui, on mette le jour où on de n'aura l'argent. plus rien, il faudra qu'on puisse exploiter quand même ce gaz de schiste. Donc il faut poursuivre Mais la dans recherche. peut-être 2000 ans, je n'en sais rien. Pour l'instant, on peut inventer quelque chose, mais on ne veut pas. Et on nous dit, nous, que nous sommes obscurantistes, alors que c'est notre capacité d'invention qui n'est pas aujourd'hui mise en œuvre. Yvon Collin? Oui. Non, mais je continue de penser qu'il faut poursuivre les recherches. Et d'ailleurs, je précise à nouveau que et la ministre, et le Premier ministre et le Président de la République n'ont fait que répéter que les recherches devaient effectivement se poursuivre. Car pour assurer cette transition énergétique, eh bien, je crois qu'on a besoin effectivement de ces ressources. Et si ces ressources existent vraiment, eh bien, il faut se donner les moyens de les exploiter. Je crois que c'est la sagesse qui nous l'impose, ne serait-ce qu'en termes de compétitivité. Il ne vous a pas échappé que les États-Unis sont aujourd'hui autonomes en termes d'énergie. Nous ne devons pas rester sur place, car je veux savoir comment on va relever le défi de la compétitivité si nous avons des énergies trop chères. Merci beaucoup Yvon Collin d'être venu sur ce plateau. François Patria, le sénateur socialiste, va prendre votre place. Éliane Lipiès, une question quand même sur Aurore Martin. Vous avez interpellé le gouvernement dans l'hémicycle. L'exécutif n'est pas intervenu, a dit mardi François Hollande. Vous accusez le gouvernement ? Ah, ce n'est pas du tout ma question. Ce que je reproche au gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, qu'une Française a été sortie de France pour être livrée à un gouvernement qui est tout à fait démocratique, je ne remets pas en cause, dans un processus européen bien déterminé, le gouvernement français n'a toujours pas envoyé de consul auprès d'une ressortissante française. C'est-à-dire que la protection qui est due à tous les ressortissants français n'a pas encore été aujourd'hui assumée et cela me choque profondément. Après, je pense qu'effectivement, le mandat d'arrêt européen doit peut-être être réformé, mais dans l'état actuel des choses, moi, ce qui me choque profondément, c'est que le suivi, en quelque sorte, d'Aurore Martin n'a pas été assuré, d'une part, et que ça n'avait pas l'air du tout de troubler le ministre. Merci beaucoup Éliane Lipiès d'être venue sur notre plateau. Gérard Larcher, l'ancien président du Sénat, va prendre votre place. Bonjour François Patria. Bonjour. Est-ce qu'à l'avenir, le gouvernement va devoir se passer du Sénat pour pouvoir faire passer tranquillement ces textes à l'Assemblée nationale? J'ai connu des épisodes plus difficiles lorsque j'étais dans la majorité à l'Assemblée nationale et que le Sénat était dans l'opposition et où le gouvernement a toujours fait aboutir ses projets de loi et ses textes de loi. Donc nous vivons là aujourd'hui un instant où certains veulent s'exprimer, se démarquer, sont on peut rappeler que ce matin en séance, le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été rejeté par le Sénat avec un vote négatif de l'UMP, des centristes, mais également de vos alliés à gauche communiste. Ma tendance, ma tentation est de demander aux communistes est-ce qu'ils veulent continuer longtemps à voter avec l'UMP? Est-ce que c'est l'objet de la démarche politique et de la leur de voter avec la droite? Qu'ils le disent franchement. Ça veut dire qu'ils ne se retrouvent pas dans votre politique non plus, François Patria. Ça veut dire aussi qu'ils veulent exister, qu'ils ont demandé beaucoup à la majorité, qu'ils ne font pas partie aujourd'hui du gouvernement, mais qu'ils entendent, ce n'est pas un soutien clair comme on pouvait l'espérer. Ce n'est pas un soutien critique non plus. C'est carrément là une opposition. C'est une opposition. Ça marque une certaine inquiétude vis-à-vis de la politique qui est menée par le gouvernement et peut-être du nouveau cap économique pris depuis 15 jours par le président de la République. Je ne suis pas sûr qu'il suffise seulement de cela. Je me demande aussi s'il n'y a pas des problèmes d'importance interne entre les différentes tendances de cette opposition. Vous pensez à quoi quand vous dites ça? Je pense en particulier qu'entre le Front de gauche et le Parti communiste, il y a une question de leadership qui se pose aujourd'hui et que le besoin d'être un peu en matière de surenchère
est là pour expliquer certaines de leurs positions. On s'attend un peu aussi chez les Verts. Tout le monde est un peu inquiet à la gauche du Parti socialiste, non? Non, chez les Verts, nous sommes habitués à ce dialogue avec eux. Je crois qu'il y a là, avec les Verts, en tout cas une solidarité gouvernementale qui n'est pas mise en cause. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue socialiste Gaëtan Gors quand il dit que ça va peut-être devoir conduire le gouvernement, la majorité aussi, au Sénat, ici, à chercher un nouveau pacte majoritaire, peut-être un peu plus vers le centre? Non, je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est question de retournement d'alliance. Vous savez, les centristes, dans cette assemblée, font preuve souvent de beaucoup de bon sens. Il leur est arrivé de voter tantôt avec l'opposition, tantôt avec la majorité, sur des sujets essentiels comme les collectivités territoriales, comme aussi les sujets financiers. Donc non, il n'est pas question aujourd'hui de chercher un retournement d'alliance. Pourtant, quand on entend François Bayrou après la conférence de François Hollande mardi, François Bayrou qui était sur le plateau de Public Sénat, il ne tarissait pas d'éloges sur le président de la République. On peut se poser peut-être la question de l'alliance entre le Parti socialiste et le MoDem. Je ne crois pas beaucoup pour l'instant, parce que dans le même temps, François Bayrou prend très souvent ses distances et il marque une vraie différence avec le gouvernement. Ça, on peut toujours rêver. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On va demander à Gérard Larcher ce qu'il en pense. Peut-être déjà en tant qu'ancien président du Sénat, est-ce que vous êtes un peu attristé de voir ces défauts de majorité et du fait que les textes n'arrivent pas au terme de leur examen ici au Sénat? Je n'ai à avoir ni tristesse ni joie. Je constate qu'aujourd'hui, sur des textes importants, et ça n'est pas que ce matin, c'était la semaine passée, c'était il y a 15 jours, quand nous parlons de programmation des finances pour les 3 années à venir, quand on parle projet de loi de financement de la sécurité sociale, quand on parle énergie, il n'y a pas de majorité au Sénat. Et nous l'avons vu lors des questions d'actualité il y a un instant. Sur la question de l'énergie, nous sentons bien qu'il n'y a pas de majorité au Sénat. Je crois que la seule voie pour le Sénat, je le disais quand j'ai quitté la présidence du Sénat, c'est l'autonomie du Sénat. Et je crois que c'est parce qu'on doit avoir un dialogue autonome au Sénat. C'est vrai pour la majorité. Mais attendez, c'est vrai pour la majorité comme pour l'opposition. Je crois qu'il y a à faire entendre la voix du Sénat, que cette voix elle est importante. Et donc je constate qu'il n'y a plus de majorité ici sur des grands sujets. L'opposition fait son travail, un travail déterminé, constructif. Je le voyais hier après-midi dans un dialogue que nous avions à la Commission des Finances sur un sujet de sécurité, où j'étais entendu comme rapporteur pour avis du budget de la gendarmerie. On peut avoir des dialogues positifs et en même temps, nous nous citons clairement dans l'opposition. Mais vous constatez qu'il manque une voix forte pour parler au nom du Sénat en ce moment? En tous les cas, je ne l'entends pas. Ou en tous les cas, j'en entends une, mais à propos de cumul de mandats, sur lequel nous partageons d'ailleurs avec le président du groupe socialiste la nécessité de l'ancrage local en même temps qu'un mandat parlementaire, parce que je crois que notre système institutionnel est bâti ainsi qu'il faut se garder d'ailleurs de propos parfois populistes de ceux qui diraient qu'il y aurait une forme de scandale, est à la fois un élu territorial et un parlementaire. Je crois qu'un certain nombre démontrent, que ce soit dans la majorité ou l'opposition, qu'ils exercent ces deux fonctions avec beaucoup d'engagement. Mais là aussi, à gauche, François Patria, on entend un petit peu de son de cloche au sein du groupe socialiste. On entend Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, qui dit qu'il respectera la volonté du gouvernement de limiter le cumul des mandats. Puis d'un autre côté, on entend votre président de groupe, François Rebsamen, qui lui rue un peu plus dans les brancards. Chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle. Le président du Sénat est là pour travailler avec le gouvernement en bonne intelligence. Il essaye de le faire dans un contexte économique, social qui est difficile, dans un contexte politique qui n'est pas une majorité plurielle comme nous l'avons connu par le passé. Je reviens un instant sur la question d'avant. Moi, le seul moment où je verrai la fiabilité de nos partenaires, c'est sur le vote du budget. Parce que quand on dirige une collectivité locale, qu'on a une majorité... Vous connaissez la position des uns et des autres. Donc, moi, je pense que le budget de la sécurité sociale, c'est plus élevé que le budget de l'État. Je pense que si sur c'est un budget annexe, j'y comprends rien. Sur le budget de l'État, nous verrons la position et je pense qu'elle sera différente de celle d'aujourd'hui. Pour le cumul des mandats, je pense que maintenant, j'allais dire le verre est dans le fruit, mais ce n'est pas le mot approprié. Mais l'idée est dans la population qu'on ne pourra plus à l'avenir cumuler les mandats. Que nous allons inexorablement vers cet état de fait. Mais que la précipitation... Je rappelle que vous êtes président de la région Bourgogne et sénateur. Je ne plaide pas pour moi, que je m'appliquerai à moi-même bientôt, très vite, le non-cumul des mandats. Mais ce que je pense, c'est que le faire dans la précipitation et se mettre en difficulté pour une majorité à un moment où il y aura des élections difficiles à surmonter, les municipales, les sénatoriales, une approche les européennes. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Tandis que moi, j'ai une autre approche. Alors, on vous écoute, Gérard Larcher, et après on finira avec vous, François Patria. On vous écoute sur votre approche. Oui, je pense que l'ancrage local
est important dans ce pays, parce que nous sommes un pays, certes, qui a connu la décentralisation, mais qui reste un pays centralisé autour de l'unité nationale. Et je ne vois pas d'antinomie, je le dis moi, à être maire de la ville de Rambouillet et parlementaire. Je ne vois pas d'antinomie à être président d'un conseil général et parlementaire. Nous sommes capables de dépasser nos intérêts locaux pour choisir l'intérêt de la France quand il s'agit de grandes décisions. Voilà pourquoi ma position n'est pas une position de transition ou électoraliste en disant « Allez, bouleversez pas 2014, des fois qu'on pourrait les perdre ». Mon sujet, c'est de dire, même à contre-courant de l'opinion publique, que déconnecter un parlementaire d'un mandat exécutif local, ça n'est pas rendre service à la démocratie. Merci Gérard Larcher. Albéric de Montgolfier va prendre votre place. François Patria, quand vous dites que vous allez vous mettre en conformité avec cette loi contre le cumul, vous allez abandonner votre mandat de sénateur pour rester à la tête de la Bourgogne? Ça veut dire que nous allons aller vers les prochaines élections. Sénatoriales en Et 2014. nous allons voir sénatoriales et régionales en même temps. C'est à ce moment-là que je ferai connaître mon choix. Mais ma position n'est pas électoraliste. Elle est sociétale. C'est la société aujourd'hui qui veut que, comme beaucoup de pays européens, il y ait le mandat unique. Donc c'est plutôt vers cet état de fait que je pense que nous allons aller. De facto, c'est pas du tout électoral aujourd'hui. Mais j'ai la même position aujourd'hui. J'ai défendu la même position que François Rebsamen et Gérard Larcher sur l'ancrage local des élus qui a permis à notre société, je crois, de pouvoir progresser par le passé. Merci beaucoup François Patria d'être venu sur notre plateau. Albéric de Montgolfier, vous avez-vous interpellé tout à l'heure le gouvernement sur le problème de financement des collectivités territoriales. La semaine prochaine s'ouvre à Paris le congrès annuel des maires de France. C'est une question qui va donc être très débattue la semaine prochaine et notamment sur le plateau de Public Sénat puisque nous serons pendant 3 jours en direct du congrès des maires. Vous avez envie d'alerter, vous, le gouvernement, sur quel point précis autour de ce financement des collectivités ? Bien, tout simplement sur la question du financement à long terme des collectivités, puisque vous le savez, les collectivités construisent des routes, construisent des bâtiments, construisent des réseaux d'eau, d'assainissement, et tout ça, ça peut se financer qu'à long terme, c'est-à-dire avec des emprunts de plus de 15 ans. Et aujourd'hui, force est de constater que les collectivités n'arrivent pas à emprunter pour des durées longues, ou si elles empruntent à des taux très élevés, donc totalement incompatibles avec la nature même des investissements. Ouais, c'est le problème du financement et du remplacement du financement par Dexia qui a disparu. C'est le remplacement par Dexia, c'est l'application des ratios de Bâle III, les ratios de Bâle III que les États-Unis ont décidé unilatéralement de reporter sine die la semaine dernière. C'est également le fait qu'une partie de l'épargne est captée par la hausse du livret A, par la hausse du livret A. C'est également le fait que des ressources ont été supprimées par le gouvernement précédent, je pense à la taxe professionnelle. Mais là, ce n'est pas des ressources de dotation, ce sont des ressources d'emprunt dont je parle. Et c'est la possibilité pour les banques de prêter. Et le fait qu'on augmente le taux du livret A, c'est-à-dire qu'une partie de l'épargne disponible va vers le livret A et au détriment des possibilités de prêt aux collectivités. Alors la difficulté, c'est quoi? C'est l'impossibilité de financer. Et les conséquences, surtout, c'est pour les collectivités, bien sûr, cette difficulté, mais surtout pour les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics, parce que ces entreprises, finalement, dépendent très largement de la commande publique. Très bien, je vous remercie d'être venu parler de cette question qui est importante et qu'on traitera de façon plus approfondie la semaine prochaine sur l'antenne de Public Sénat, puisque nous avons Nicolas Alfonsi, le sénateur de Corse, qui est sur notre plateau, alors qu'un nouvel assassinat est intervenu en Corse hier, celui de Jacques Nasser, le président de la Chambre de commerce de Corse du Sud. La racine du mal, c'est le fric, a dit très franchement le président de l'association de Corse. Vous êtes d'accord avec lui ? Pas nécessairement. Contrairement aux idées reçues, je ne pense pas que la mafia, on parle souvent, existe en Corse. C'est ce qu'a dit le Premier ministre lui-même ce matin. La mafia est à l'œuvre. Je peux sur ce point ne pas partager son sentiment, dans la mesure où le mot mafia suppose une organisation structurée, hiérarchisée, bref, pyramidale. Et je ne pense pas que ce type de structure existe en Corse. Ce sont plutôt des organisations criminelles, séparées, qui vivent leur vie, qui éventuellement peuvent s'affronter. Et je crois que nous en sommes là aujourd'hui. Voilà. Il y a visiblement un problème de règlement de compte autour de la personnalité de l'ancien leader Alain Orsoni. Oui, je le connaissais, je lui rends hommage à son action. Il est peut-être une victime collatérale sans que lui-même, bien entendu, ce qui ne passe pas par l'esprit, soit impliqué dans ce type de règlement de compte. Mais il y a une situation qui est extrêmement difficile. J'ai entendu, je n'ai pas pu me rendre à Ajaccio ce matin avec les ministres de l'Intérieur et la garde des Sceaux. Mais j'ai entendu leur intervention et je partage à 300%. C'est rare de ma part que je puisse partager l'avis des ministres puisque j'ai toujours été en opposition avec la politique qui a été conduite en Corse depuis une vingtaine d'années. Voilà. J'ai toujours souhaité le rétablissement de l'État
Maintenant, c'est un problème de continuité dans son action et persévérance, d'opiniâtreté. Voilà. De l'État. Voilà. Mais la Corse n'est pas une zone de non-droit? La Corse n'est pas une zone de non-droit. Les gens comprennent des libertés avec l'application du code pénal. Je crois que c'est l'essentiel. Et il appartient précisément à l'État de se réinvestir dans la mesure où la première victime de la situation actuelle, c'est la société corse et la population corse. En 2 mots pour finir, Nicolas Fonsi, qu'attendez-vous de façon très concrète de l'État dans les prochaines semaines? Une action, encore une fois, très très forte, très très longue dans la durée, qui s'installe. Ne pas trop s'occuper de savoir ce qui se passe en Corse avec la société corse. Bref, se réinvestir totalement. Très bien, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Public Sénat. C'est avec vous que nous terminons cette émission qui faisait donc suite à la séance des questions d'actualité au gouvernement cet après-midi au Sénat. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous sur l'antenne de Public Sénat.